Il est l'autre visage de la Russie. Il y a Poutine et il y a, contre Poutine, Alexei Navalny. Le 6 mars, Libération et LCI révèlent l'une des dernières paroles d'homme libre de l'opposant russe le plus important du pays, Alexei Navalny. Putin has personally enjoyed the idea that people are afraid of his, dark power. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir les coulisses de cette enquête. Ils me disent qu'ils veulent me passer le slip de Navalny, le fameux slip contaminé. Nous avons réuni Jacques Maire, ancien membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a mené cet entretien avec Navalny. C'est toujours un peu émouvant quand on parle de ce document, parce qu'on se réfère à une époque où il était vivant, il était en face de moi. Et Véronica Dorman, notre journaliste spécialiste du monde russe. La société russe sous Poutine vit sous pression permanente. Vous allez pouvoir découvrir comment on a récupéré ce document historique. Donc moi, quand j'ai dit qu'il fallait le filmer, il y a une réticence de l'Assemblée parlementaire. L'importance d'Alexei Navalny pour la société russe. C'est pas vraiment lui qui compte, c'est les millions de personnes qui l'essayent de représenter et qui veulent faire de la Russie un pays européen normal. Et ce qu'implique sa mort pour la Russie. Navalny a défié parce que son mot d'ordre à lui, c'était « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur parce que à partir du moment où vous n'aurez pas peur, vous aurez gagné déjà. Je pense qu'il faut absolument maintenir la flamme. Il y a des gens qui se sacrifient pour la faire vivre et donc ces gens-là, il faut qu'on les soutienne le mieux qu'on peut. Le 17 décembre 2020, Jacques Maire, vous êtes juste ici, vous êtes membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et vous rencontrez Alexei Navalny, l'un des opposants au régime russe les plus importants. Et un mois plus tard, un mois après cette rencontre, il prend l'avion en direction de Moscou, il se fait arrêter à la douane, il passe 3 ans en prison et après, il décède dans une prison de l'Arctique russe. Donc vous avez mené cet entretien dans le cadre d'une enquête sur son empoisonnement et on va discuter de tout ça, notamment parce que vous avez confié à Libération ce document, à Libération et à LCI. Et toi, Véronica, notamment, tu as été l'une des personnes qui a traité ce document à Libé. Tu as fait un long papier dans le journal de Libé où tu décryptes, tu analyses tout ce qui se dit à l'intérieur. Tu peux nous permettre de prendre un petit peu du recul, de comprendre pourquoi ce document est important. Et donc, ma première question, c'est pourquoi est-ce que ce document, justement, on peut le considérer comme historique ? Jacques, et si vous commenciez ? Oui, je veux bien commencer parce que c'est toujours un peu émouvant quand on parle de ce document, parce qu'on se réfère à une époque où il était vivant, il était en face de moi, il était en pleine bonne santé, malgré son empoisonnement récent. Et en fait, cette impression que ça allait être historique, en fait, je l'ai eu avant. Parce que Navalny, il va jamais à l'étranger, il reste toujours dans son pays. Et aller en Russie, avoir le militantisme qu'il avait, je dirais, ça veut dire que c'était une prise de risque quotidien. Quand il arrive en Allemagne pour se faire soigner, il a été empoisonné le 20. Il est arrivé en Allemagne le 22, je crois. Alors du coup, on parle du 20 août 2020. Voilà, et j'ai été identifié comme étant potentiel rapporteur quelques jours après, et puis nommé finalement quelques semaines après. Et tout de suite, je me suis dit, il est là. C'est le moment où il faut lui parler, parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut arriver. On n'était pas sûr, en fait, qu'il dirait oui. Et c'est vrai que c'est un élément d'histoire, parce que il nous a parlé en totale confiance. J'expliquerai pourquoi, d'ailleurs. Est-ce qu'il avait confiance ? C'est pas avec moi, Jacques Maire, qu'il ne connaissait pas, mais c'est avec l'institution qui l'a beaucoup aidé dans son combat. Et il avait beaucoup de choses à dire. Et il savait aussi, probablement, que rentrant en Russie, quelques semaines après, ce serait pas aussi facile de parler comme ça, à cœur ouvert, pour, non pas en l'air, mais pour alimenter sa défense devant le Conseil de l'Europe, dans des instances qui seraient à développer. Pour toi, Véronica, pourquoi est-ce qu'on peut considérer que ce document, il est historique, il est particulièrement important ? Il est important parce que c'est une vidéo très très longue, donc c'est 1h30 d'entretien et qu'il n'y a pas tellement d'occurrences en fait, même d'un point de vue journalistique, il n'y a pas tellement de moments où on a un enregistrement aussi long en tête-à-tête avec Navalny. Il se trouve que moi, dans les années où j'étais correspondante à Moscou, donc entre 2009 et 2016, donc j'ai assisté à son éclosion et à son ascension politique et j'ai fait partie des journalistes qui lui ont couru après pendant des années pour essayer de l'avoir en entretien et qu'il était très avare de ces entretiens. Il vous répondait pas? Non, il répondait pas, ou alors c'était très facile de l'approcher dans une foule, dans les manifs, tout ça, mais s'asseoir avec lui pour avoir une grande conversation, il n'avait pas le temps, il était occupé à faire autre chose, et puis voilà, bon, c'était sa manière de faire aussi. Il sélectionnait très précisément les journalistes ou les médias auxquels il accordait du temps et des longs entretiens, et la stratégie était très claire, c'était celle qui avait le plus d'audience, donc c'était généralement des médias anglo-saxons. On passait un peu à la trappe, mais surtout, alors
on pourra revenir sur cet aspect-là, mais moi, en revoyant cette vidéo, j'ai été touchée aussi parce qu'il a l'air en forme, comme Jacques l'a dit, y compris dans ton petit film. Et il ressemble au Navalny que moi j'avais rencontré quand il était, donc avant l'empoisonnement, avant avant sa première presque mort. Avec son ton, avec cette espèce de nonchalance, son assurance, et cette personne on l'a plus vue pendant 3 ans après. Donc c'est une espèce de pendant 3 ans après, pendant qu'il était en prison. Parce qu'effectivement, 1 mois plus tard, il rentre en Russie, il est arrêté. Et les apparitions, on le voit, donc il y a des photos quand il est au tribunal, il y a quelques images furtives, il y a des vidéos ensuite de lui en prison derrière les barreaux où il est de plus en plus amoindri, amaigri, et puis c'est des images floues, et donc c'était la première fois qu'on revoyait un peu le bonhomme tel qu'on l'a connu. Ouais. La deuxième question, c'est que je voulais vous poser, notamment Jacques Maire, c'est dans quelles conditions, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu dans quelles conditions vous l'avez interviewé? C'est-à-dire, c'était dans quel cadre concrètement? C'était avec le Conseil de l'Europe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, elle a une commission juridique qui regarde à chaque fois quelles sont les infractions qui sont commises par des États qui sont membres, et elle fait un rapport d'information qui ensuite devient très contradictoire puisque la Russie était partie prenante. Donc, il y a quand même une procédure, c'est-à-dire qu'on lance pas ça comme ça, il faut demander l'autorisation à la commission pour aller auditer telle ou telle personne. Donc, on a eu l'autorisation extrêmement facilement. Naturellement, les Russes n'étaient pas très chauds, mais ils n'avaient pas boycotté, en fait, cette mission. Parce que les Russes font partie du Conseil de l'Europe, c'est ça? Ils ont fait partie depuis les années 90 jusqu'en 2022. Quelques jours, ils ont été expulsés, en fait, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine. Et ils avaient été suspendus, en fait, de l'Assemblée parlementaire en 2014 à cause de la première guerre de Crimée, si je peux dire, du Donbass. Donc, suspendus. Et finalement, nous avons fait un pari, les Français, les Finlandais et pas mal d'autres, en disant, finalement, pour nous, le fait que la Russie soit membre du Conseil de l'Europe, c'est pas un cadeau, c'est une protection pour les acteurs politiques qui défendent la liberté. Donc, contre l'avis quelque part des Ukrainiens quand même, on a accepté des conditions qui permettaient le retour des Russes en pleine possession de leur pouvoir au sein de l'Assemblée parlementaire. Et la première condition, effectivement, de ce retour, c'était qu'ils jouent le jeu des institutions. Et là, c'est assez marquant puisque quelques mois après leur retour, boum, arrive cette affaire d'empoisonnement. Alors, tout de suite, tout le monde en fait un cas d'école. Et il se trouve qu'on m'a choisi en 2 mots. Pourquoi? Parce que j'étais le représentant d'un groupe, président de groupe, de la majorité, en gros, du président de la République française, celui-ci étant perçu plutôt comme plus difficile à dégommer via son rapporteur que si ça avait été un rapporteur roumain, lituanien ou autre. Oui. Donc, le prix à payer pour les Russes était un peu plus cher. Donc, au début, les Russes, je dirais, suivent l'affaire. On fait cette proposition à Navalny. Tout passe en général par Leonid Volkov, qui est son bras droit, et qui est celui qui effectivement s'est fait hier extrêmement fortement molester en Lituanie et qui était le numéro 2 de la fondation, quoi. Nous donne son accord, et là, pour vous répondre très concrètement, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même quelqu'un qui se sent extrêmement menacé, qui est très protégé par les autorités allemandes, qui n'ont qu'une peur bleue, c'est qu'il lui arrive quelque chose sur ces choses. Alors pour faire juste un tout petit peu de contexte, parce que vous l'avez vu dans la vidéo que je vous ai diffusée un peu avant, mais en gros, Navalny se fait empoisonner le 20 août 2020 lors d'un séjour dans un hôtel à Tomsk. Il prend l'avion. Dans l'avion, les effets du poison, le poison fait effet. Le pilote atterrit d'urgence dans un autre aéroport à Omsk. Il va à l'hôpital. Il est ensuite transféré quelques jours plus tard à Berlin, où il sera soigné. Donc c'est après tout ce récit, tout ce qui lui est arrivé, qu'il vous parle. Voilà. Il nous parle. Alors, il ne me parle pas pour répondre un petit peu au questionnement de Véronica. Qu'est-ce qui fait qu'on a effectivement 7h30, voire un peu plus, puisqu'on n'a pas tout filmé et qu'il y avait des moments un peu plus détendus? Parce qu'il en avait besoin. Parce que c'était pas pour lui quelque chose de tout à fait neutre que de pouvoir donner sa version de ce qu'il a vécu à, en gros, le représentant d'une institution qui est la seule institution qui, à ce jour, a fait un travail d'enquête approfondi sur son empoisonnement. Il y avait une autre structure qui a fait une analyse
biologique, c'est l'organisation des armes chimiques, mais elle avait un intérêt sur un seul sujet. Et il l'a dit d'ailleurs dans l'entretien, c'est qualifier la matière qui a été utilisée, poison Novichok ou pas. Nous, on s'intéressait à son contexte, à ce qui lui est arrivé. Et comme à chaque fois qu'il a fait des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc du Conseil de l'Europe, il a eu gain de cause, les jugements ont été annulés, il se disait effectivement, ça vaut le coup de discuter. Alors le contexte, il est simple, hein, c'est un hôtel, on est en plein Covid, en phase 2 du Covid, Berlin est vide, l'hôtel est à moitié vide, on prévient, l'hôtel est globalement sécurisé par la police, il arrive par les sous-sols, en fait, il passe pas par l'entrée, il arrive directement à l'étage de la salle de réunion, l'hôtel a été complètement vidé, on nous positionne dans la salle, elle est sécurisée auparavant, elle est décontaminée auparavant, moi je suis avec quelqu'un de mon équipe parlementaire et je suis avec le chef du secrétariat, en fait, du conseil juridique de la commission juridique de l'Assemblée parlementaire. Ouais. Il se trouve que ce chef de secrétariat est quelqu'un de très connecté, puisque c'est un ancien procureur pénal allemand qui, globalement, a fait toutes les affaires d'empoisonnement du Conseil de l'Europe depuis des années. Toi, Véronica, tu savais que cet entretien il devait être mené, que l'enquête, que le Conseil de l'Europe menait cette enquête, ou tu l'as découvert au moment où Jacques Maire transfère le document? Je ne saurais pas te dire. En tout cas, j'ai découvert que ce document existait au moment où le document, nous l'avons entre les mains. Ce que je savais à ce moment-là, parce que nous, on suivait plutôt les enquêtes que Navalny et ses équipes faisaient eux-mêmes, et notamment avec Bellingcat et avec Christo Grozdiev. Et donc, c'était une notoriété publique que les autorités russes ne menaient pas l'enquête, ou alors la menaient, mais à leur manière et pas du tout pour attraper et punir les fautifs. On savait que ce qu'on savait, c'est que Navalny utilisait beaucoup l'outil européen et qu'il effectivement il y croyait et que ça faisait partie de ceux qui il sentait ou il savait que ça pouvait le protéger et que c'était un recours qu'il utilisait contre la Russie parce qu'il n'avait aucune confiance, et depuis le départ, en le système judiciaire russe qui on a eu la preuve finalement, parce que son incarcération en est la preuve, mais voilà, donc et je me souviens qu'à l'époque on suivait en plus vraiment comme un thriller tout ce qui se passait, parce que il se passait quasiment, il y a eu un moment, et à peu près autour de cet entretien, donc c'était novembre-décembre, c'était l'automne, où il ne se passait pas une journée sans que Navalny et ses équipes fassent une révélation de plus, parce que ils ont enquêté, ils ont passé un coup de fil, ils ont toutes leurs petites mains partout, parce qu'ils ont ces enquêteurs citoyens qui les aidaient, qui leur envoyaient des éléments, et en reconstruisant comme ça le fil de l'histoire. Et moi, à l'époque, je chroniquais, en fait, j'étais pas en Russie. J'étais ici, mais je chroniquais cette enquête à partir de ce que révélaient les journalistes d'investigation, parce que c'est là où il y avait le plus d'infos. Et ce qui est intéressant c'est ce que j'en avais parlé avec Corentin quand j'ai vu le document, c'est que vous lui parlez à un moment de son enquête à lui où il sait déjà comment il a été empoisonné, par quel poison. Non, il sait pas. Non, il sait ce que c'est, mais il ne sait pas où, il ne sait pas exactement comment. Donc, il y a toute une part de l'entretien qui est très intéressante, où il imagine quelles peuvent être, vous discutez de où est-ce que ça a pu se passer, est-ce que c'était le Negroni, le café, l'aéroport, est-ce que c'est possible que ça arrive dans l'aéroport, et on découvrira, alors je ne sais plus à quelle date précisément, il passe ce fameux coup de fil à l'agent du FSB, à l'empoisonneur du FSB, ou alors non, à celui qui vient faire le nettoyage ensuite. Mais donc à l'équipe du FSB qui est donc le service de renseignement russe. Les services de renseignement qui le suivent, et il apprend. Et c'est aussi un document fantastique, parce qu'on le voit en direct où il passe ce coup de fil, et il apprend que le poison était porté justement sur les coutures du slip, de son slip, de ses sous-vêtements, et que c'est ça que ce nettoyeur était venu chercher, parce qu'il fallait détruire les preuves. Moi, je l'ai vu cette vidéo, et c'est incroyable de voir son équipe écouter le mec du FSB leur parler, et ils se prennent la tête dans les mains à se dire mais pourquoi ce mec, j'ai l'impression qu'ils se disent pourquoi ce mec nous raconte ça, comment est-ce qu'on peut en arriver là, et cette affaire du slip est quand même dingue, quoi. Mais tout à l'heure, en plus, pareil, si on compare un peu les documents et les vidéos, parce que Navalny se met beaucoup en scène et il y a beaucoup d'images de lui. Et en fait, à chaque fois que ces enquêtes, qu'il se met en scène avec ses enquêteurs, c'est toujours assez sensationnel. Donc, et puis, il y a un petit effet de montage. Et alors que
votre entretien est brut. C'est vraiment, il est assis, il est de 3/4, dans un décor d'hôtel, voilà, insipide, tout ça. Et donc, ça en fait aussi quelque chose d'assez intriguant par rapport à... Parce qu'on a toujours l'habitude, avec lui, d'une image très léchée, bien cadrée, bien pensée, avec les effets. Donc voilà, donc c'était... j'ai beaucoup aimé, moi, cet enregistrement. Et cet enregistrement, à la base, Jacques Maire, il ne devait pas être filmé, c'est de ce que j'ai compris. On est très, très précautionneux à l'Assemblée parlementaire parce qu'à chaque fois, on a des sujets très difficiles, que ce soit avec les opposants... dans le cas de la Tchétchénie, dans le cas de l'Azerbaïdjan, dans le cas, effectivement, des opposants russes, Kavala et turcs, on est toujours sur des sujets ultra sensibles et qui exposent beaucoup les gens. Et quand on est dans une situation comme celle-là, il faut pas donner prise, en fait, à la contestation de ce qu'on est en train de faire. Donc, si on filme et qu'ensuite ce film est détourné, utilisé pour d'autres projets, ça ne va pas. Donc moi, quand j'ai dit qu'il fallait le filmer, il y a une réticence de l'Assemblée parlementaire, qui dit attention, les règlements, etc. Je l'ai fait de façon transparente avec eux, mais je leur ai pas demandé l'autorisation plus que ça en réalité, parce que je pensais qu'il fallait le faire. Et pour rien vous cacher, pendant effectivement 3 ans et plus, je ne l'ai absolument pas diffusé, ni utilisé, ni quoi que ce soit, pour une raison bien simple, c'est que ayant moi-même été pranké à un certain moment, je savais que dès qu'il sortait quelque chose, puisque je me rends compte qu'il y a toujours cette surveillance qui s'exerce sur mes communications, la probabilité que ce soit utilisé et que ce soit détourné était extrêmement forte, et ça se ferait nécessairement au détriment d'Alexei Navalny. Donc, on oublie, il n'existe plus, et puis peut-être que voilà, on en restera là. Et puis là, il meurt, il décède. Il décède, pour moi c'était atroce, puisque j'ai continué à entretenir des liens, alors pas avec lui directement, avec les avocats, ça peut être possible parfois, et aussi avec Vladimir Kara-Murza, dont on pourra reparler. Vladimir Kara-Murza, qui est un autre opposant russe, qui est lui-même aussi en prison. Voilà, qui est en prison, et cette mort, en fait, de Navalny signifie quand même, quelque part, que tous ceux qui sont dans cette situation pour le combat, pour les libertés, finalement, il y a un risque que leur jour soit compté, quoi. Et voilà. Et donc, ça me touche pour lui énormément et ça me touche pour tous les autres. Et je me dis, que faire? Et à ce moment-là, il y avait peut-être une envie de dire, OK, on libère le truc. Et je me suis dit, non, il y a quand même aussi un risque de détournement d'informations, de deepfake, où on peut, par exemple, me voir lui demander combien tu touches de la CIA, etc. Enfin, tout est possible. Et c'est pour ça donc que là, vous parlez du moment où il passe ses 3 ans en prison et vous posez la question, qu'est-ce que je fais de ce document? Voilà. Au moment où il meurt, je me pose la question. En disant, voilà. Ah oui, voilà, au moment où il meurt. Et là, je remercie Libé parce qu'en réalité, le fait de l'exploiter à fond, totalement, avec accès grand public, dans sa version d'origine, en la valorisant, rend le document absolument, je dirais, non manipulable. Il est connu, on sait ce qu'il y a dedans, quoi. Et pour moi, ça a été très rassurant. Je ne voulais pas qu'il soit, je dirais... Conseil de l'Europe s'est dit finalement c'était une bonne idée de l'avoir filmé, et ils ont fait eux-mêmes d'ailleurs leur vidéo sur le film qui a été utilisé dans le cadre des sessions de l'Assemblée. Ouais. Véronica, pour prendre un peu de hauteur, est-ce que tu pourrais nous faire comprendre pourquoi Navalny est un opposant aussi important en Russie? Est-ce que je te prends un peu de cours avec cette question? Non, mais on commence où? C'est un peu... Si on part de la fin, disons qu'il a fini par s'imposer comme l'autre personnage le plus connu de la vie politique russe. Ça veut dire que pendant très longtemps, il n'y avait que Vladimir Poutine, à tort ou à raison, pour incarner la Russie, y compris quand Navalny était déjà dans le paysage politique. Mais c'est vrai que l'opposition russe, dans les années, à partir des années 2010, a été très virulente, vocale et bruyante, mais assez numériquement faible, politiquement faible, vulnérable, parce que à mesure, voilà, à partir de 2010, le régime de Vladimir Poutine s'est durci sensiblement d'année en année, de loi en loi. C'était la période où Navalny émerge, et au début, il fait partie d'un cercle de leader, enfin pas de leader, mais de personnalités d'opposition. Ils sont plusieurs. Il y a encore Boris Nemtsov au départ qui est encore en vie et qui sera assassiné en 2015 et qui est par exemple le seul qui avait été au gouvernement. Donc qui avait une vraie expérience politique, parce que la plupart des opposants de cette période n'ont pas
pratiquer le pouvoir. Et donc Navalny arrive parmi d'autres, émerge assez rapidement. Pendant toute la période, le Kremlin l'ignore, et donc on le répète sans cesse, on l'a beaucoup dit, et même il le dit dans cet entretien, que Poutine a cette obsession de ne jamais prononcer son nom. Donc déjà, c'est un indice que quelqu'un qu'on ignore de manière aussi ostensible, c'est quelqu'un qui gêne. Donc, il n'a pas accès aux médias d'État, il n'a pas de plateforme pour parler, donc il devient de plus en plus connu, mais sur Internet, dans la rue, donc dans une espèce de réalité parallèle et alternative à la réalité officielle. Mais en tout cas, au moment où il rentre en Russie en 2020 et où il est emprisonné, il est... en 2021, il rentre en 2021, donc il est empoisonné en 2020 et en 2021 il rentre, il est l'autre visage de la Russie. Il y a vraiment, on peut dire qu'à ce moment-là, il y a deux personnes, il y a Poutine et il y a, contre Poutine, Alexei Navalny. Ce qui n'est pas proportionnel à ses chances de devenir président ou à la puissance de ce mouvement d'opposition, mais en tout cas en termes de reconnaissabilité, je ne sais pas si on dit comme ça en français, il est reconnaissable. Et au-delà aussi de ces cercles de soutien, ce qui est pendant très longtemps, l'argument, c'était aussi, voilà, qui est ce Navalny que ne connaissent que les urbains de Moscou, de Saint-Pétersbourg, les internautes, il n'est connu que sur les réseaux. Parce que, et c'est cet empoisonnement aussi qui l'a rendu célèbre, parce qu'on n'empoisonne pas un ennemi qui n'a pas de valeur, on n'empoisonne pas, on se donne pas autant de mal pour se débarrasser de quelqu'un qui est insignifiant. Et ça a beaucoup tourné parce que, moi, j'ai appris plus ou moins l'existence de Navalny à l'époque et l'existence de cet empoisonnement par la vidéo dans l'avion. Il y a ça. Qui est terrible. Et il y a aussi le fait qu'il sort de Russie à ce moment-là, comme Jacques l'a dit, il sortait pas beaucoup de Russie. Il est en Russie. C'est un opposant russe qui veut agir sur le sol russe. Et donc, s'il voyageait de temps en temps, son activité principale est vraiment concentrée sur la Russie. Là, à cause de cet empoisonnement, il se retrouve en Europe. Il est protégé au plus haut niveau par les États, par l'État allemand, il y a toute une conversation qui commence autour de lui. Il devient très connu aussi, beaucoup plus connu que ce qu'il était en Europe. Et l'effet médiatique aussi qui se crée à ce moment-là, parce que c'est un peu une autre conversation, mais Poutine qui devient l'espèce de culte de Poutine a été aussi fabriqué par les médias occidentaux qui en ont fait cette figure qui incarne la Russie. Donc c'est une autre conversation, mais il y a cet effet-là. Et donc, à partir du moment où Navalny sort de Russie et que nous le rencontrons ici, et qui devient... Ça permet aussi de remplumer un peu, de renforcer sa stature médiatique en tant que personnalité importante qui tient tête à Poutine. Jacques Maire, moi, il y a un moment qui m'a marqué dans cet entretien. Il y a un moment où, en fait, je sentis une forme de relation qui s'est formée entre vous deux. C'est un moment où Navalny vous demande pourquoi. Pourquoi est-ce que vous menez cette enquête? Et vous lui répondez, parce que j'aime les combattants et je considère que vous êtes un combattant. Et Navalny vous répond, ça veut dire que vous êtes un combattant aussi. Actually, that was my next question to you. Why? Yes, why do you do it? I think you are a fighter. I like fighters. Okay, so definitely a fighter too. Quand le suffrage universel vous donne un pouvoir, c'est évident, vous devez l'utiliser. Et pour des grandes choses, c'est-à-dire effectivement les impôts des Français, les services publics, mais pour des choses aussi beaucoup plus circonstanciées, particulières, individuelles. Et là, c'est évident, il fallait le faire. Et quand on a cette capacité à agir, alors c'est pas forcément grand-chose, mais imaginez, vous êtes vous-même en prison, vous avez été empoisonné, on parle pas de vous et tout le monde s'en fout. C'est votre combat qui est dévitalisé. C'est celui-même qui perd son sens. Quand il y a des gens qui s'intéressent à vous, qui vous valorisent, qui vous portent, et qui se battent pour que globalement votre combat soit relayé, ça donne son sens. Et mettons-nous à sa place. Je veux dire, que chacun qui puisse faire quelque chose le fasse. Quand on est citoyen et membre d'Amnesty, c'est pas simple. Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire? Quand on est citoyen et député et à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, on a un outil pour le faire. Est-ce que c'est délivrer ce document à des médias Libération LCI, c'est une forme d'hommage? C'est plusieurs choses à la fois. D'abord, c'est effectivement lui rendre hommage en le faisant connaître. Et moi, j'ai été frappé après les excellents montages vidéo que vous avez fait, les articles de Véronica et autres. Ce qui est très, très intéressant, c'est le retour des gens qui m'a été fait, de ceux que je connais, qui ont dit « on ne connaissait pas Navalny ». Et ces montages, cet entretien, ces articles nous ont fait comprendre qui il était.
dans toute la richesse et la complexité. Mais ils nous ont fait comprendre qui il était. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est pas juste un nom, tout d'un coup, c'est une figure qui tombe dans une liste. Non, c'est pas. Le deuxième point, quand même, qui est pour moi super important, c'est le devoir d'information sur ce qui se passe en Russie. C'est-à-dire que c'est un contexte post-enterrement où des millions de personnes en Russie ont vécu par procuration son enterrement et où des milliers ont pris le risque d'y aller physiquement. Et que donc, rendre compte de ce que signifie ce personnage, pourquoi il y a cette mobilisation visible ou invisible, et pourquoi c'est important pour la Russie. Et le troisième élément, c'est quand même de protéger les prisonniers politiques. Parce qu'en rendant ça visible le plus possible, en faisant un enjeu international, en faisant peut-être aussi un enjeu de négociation à un moment donné, je ne sais pas, mais en faisant monter les stakes, comme on dit, at stake, autour de ces sujets de prisonniers, parce que Navalny est là, mais il y en a d'autres. Il y a 20 000 prisonniers politiques aujourd'hui à l'occasion de cette guerre, qui sont enfermés. Et Navalny... je ne m'étais pas rendu compte que c'était autant. Oui, bien sûr. Donc Navalny, c'est l'étendard, c'est le symbole, et il faut que ce symbole puisse être visible pour tous les autres. Il y a un moment qui était très marquant dans cet entretien pour moi, c'était notamment un moment où Navalny explique pourquoi Poutine choisit de l'empoisonner au lieu de potentiellement, je sais pas, le faire mourir dans un accident de voiture. Il explique que notamment ça alimente une forme de peur de l'empoisonnement parce que c'est terrifiant, et il parle de ça alimente le dark power de Poutine, son pouvoir sombre, et que d'une certaine manière ça lui plaît, etc. Ça, Véronica, c'est quelque chose que comment tu le prends, comment tu le reçois en tant qu'expert de... Ça va complètement dans le sens de la manière dont Poutine dirige le pays depuis qu'il est au pouvoir, et le ressort principal de sa gouvernance, c'est la peur, quelle qu'elle soit. C'est pas ce qui est invoqué chez les Russes, ce n'est pas une vraie fierté positive de quelque chose, ce n'est pas un amour d'un pays qui va bien, ce n'est pas un choix libre de tel ou tel représentant qui pourrait les représenter dans les instances de l'État, ou même le ressort du pouvoir poutinien, c'est la peur, c'est la répression, c'est alors avec plus ou moins de violence, mais la société russe sous Poutine vit sous pression permanente, avec un nombre d'interdits croissant, avec ce qui n'est pas autorisé est forcément interdit, ce qui induit aussi une autocensure permanente. Donc les gens en fait sont dans l'angoisse. Et effectivement, Navalny, la manière dont il en parle, il y a un côté un peu romanesque, démonisé, ce dark Poutine. Mais la manière dont le régime fait régner la peur est très concrète. Ça veut dire que les gens sont concrètement menacés de perdre leur travail si ils ne votent pas comme il faut voter, de finir en prison si ils s'expriment librement et disent des choses qui déplaisent au régime. Et c'était vrai avant le début de la guerre. Ça s'est accentué depuis 2 ans encore plus, parce que depuis que Vladimir Poutine a choisi comme mode de fonctionnement en plus pour la Russie la guerre permanente, c'est pas seulement la guerre contre l'Occident, c'est pas seulement la guerre contre l'Ukraine ou contre l'Occident via l'Ukraine, c'est aussi la guerre à l'intérieur de tous contre tous, et donc il y a les ennemis de l'intérieur dont Navalny faisait partie, et tous ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi, c'est l'adage absolu du Kremlin. Donc c'est presque, c'est dans l'air, c'est partout en fait. La peur, c'est le sentiment le plus partagé en Russie. Et c'est ça aussi que Navalny a défié, parce que son mot d'ordre à lui, c'était n'ayez pas peur, parce que c'est ce qui, c'est à partir du moment où vous n'aurez pas peur, vous aurez gagné déjà. Et c'est ce qu'il disait dans ce film, dans ce documentaire, et le petit bout qui a beaucoup tourné quand il a été tué, sur ne baissez pas les bras, ne lâchez pas, ne lâchez rien. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est la meilleure preuve qu'ils ne peuvent pas gagner. Et c'est donc voilà, on reste toujours autour de ce registre-là. Jacques Maire, vous, lorsque vous travaillez cette enquête, vous nous expliquez tout à l'heure que la Russie prend part à l'enquête, puisqu'elle c'est du contradictoire, tout simplement. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé dans les relations avec la Russie ? Est-ce que vous avez vu des choses particulières ? Est-ce que ça a été facile de travailler avec eux dans le cadre de cette enquête sur l'empoisonnement de Navalny en août 2020 ?
Alors en fait, il y a eu deux enquêtes en parallèle. En fait, il y a eu l'enquête sur l'empoisonnement qui a commencé effectivement en septembre-octobre 2020 et qui a continué jusqu'à la fin 2021. Et puis il y a eu très très vite une deuxième enquête que j'ai menée aussi sur son emprisonnement, puisque il faut bien savoir que son emprisonnement, c'est quelque chose d'assez ironique. Il a été emprisonné pourquoi à son retour? Parce qu'il n'avait pas respecter les obligations de contrôle judiciaire en allant tous les 15 jours au poste de police à Moscou, évidemment, puisqu'il était à l'hôpital en convalescence. C'est pour ça que d'ailleurs, pour lui, il n'était pas sûr qu'il soit emprisonné tout de suite. Il aurait pu y avoir une période de flou. Donc, j'ai cheminé parallèlement avec les Russes sur ces deux enquêtes. Et ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que très très vite, les Russes ont pris leur distance sur la première enquête, mais ont voulu quand même jouer une forme de simili-coopération sur la deuxième enquête sur l'emprisonnement, parce que c'était moins binaire. C'était pas est-ce que la Russie est coupable ou pas, c'était est-ce que oui ou non voilà, la peine est proportionnée, est-ce que le code pénitentiaire est respecté, etc. Ce qui a été vraiment assez intéressant, c'est que les Russes ont fait semblant en fait de jouer la coopération, en étant présents, en faisant des remarques effectivement. En contestant, en donnant beaucoup de, je dirais, d'interprétations. Alors oui, effectivement, l'empoisonnement. Pourquoi est-ce que globalement les autorités internationales ne collaborent pas avec la Russie? Pourquoi elles ne transfèrent pas, par exemple, les données biologiques? Pourquoi elles ne donnent pas les échantillons sur lesquels on pourrait travailler? Tout ça, les échantillons et données biologiques de Navalny. De Navalny, voilà. Et on sait très bien, effectivement, que ça aurait été complètement en rupture avec les principes même d'indépendance des analyses qui sont faites. Mais bref, il y avait une espèce de nuage complet de demandes, d'arguties juridiques pour rendre le sujet complètement flou. Et il n'y avait pas, dans leur volonté, la nécessité d'établir une contre-vérité. Parce que, par exemple, ils changeaient d'interprétation sur l'empoisonnement. Moi, j'en ai eu 10. J'ai eu le diabète, j'ai eu le malaise vagal, j'ai eu l'alcoolisme, j'ai eu une substance, je dirais, l'auto-empoisonnement. Voilà, illicite. L'auto-empoisonnement qui a été dit effectivement au président de la République française, etc., etc. Et il n'y avait aucun souci de crédibilité de leur part. Simplement mettre un nuage de fumée pour rendre les choses incompréhensibles. Alors, simplement pour dire aussi qu'à un moment donné, ça a commencé à les énerver, puisqu'ils pensaient que le Jacques Maire, qui dépendait quelque part un peu de l'autorité de la République française et de M. Macron, pourrait être un peu conciliant. Je ne suis pas conciliant, je cherche simplement les faits à les qualifier juridiquement. Ça s'est pas mal tendu. Alors, il y a eu des tentatives. Par exemple, à un moment donné, on m'a montré, une autorité russe m'a montré un énorme dossier qui était, soi-disant, l'enquête administrative autour de Navalny, en disant ça pourrait être partagé, si vous le souhaitez, pour autant qu'il y ait une collaboration réciproque. Et je pense qu'effectivement, dans ce document, j'ai l'impression, puisqu'il me l'a feuilleté, il y avait une véritable enquête administrative, alors même qu'il aurait dû y avoir une enquête judiciaire qui n'a jamais été partagée. Et puis, il y a eu des choses un peu plus compliquées. Alors, j'en cite une parce qu'elle est vraiment très caractéristique. On programme en fait un déplacement du président de l'Assemblée parlementaire à Moscou en mars 2021 pour justement faire payer à la Turquie le prix de ses engagements quand elle retournait au Conseil de l'Europe de façon pleine et entière. Et en disant, maintenant, vous devez jouer le jeu du rapporteur sur la Tchétchénie, du rapporteur Jacques Maire sur Navalny. Et donc, il s'appelait Rick Dem, c'est un ancien vice-premier ministre belge et un monsieur important, il va en Russie. Et juste avant qu'il aille en Russie, en fait, les Russes sortent une opération qu'ils ont montée à mon insu quelques semaines auparavant. C'est deux, entre guillemets, comics téléguidés par Moscou, qui sont Vovan et Lexus. Vovan et Lexus se font passer pour un collègue ukrainien, qui est un monsieur important de l'établissement ukrainien, que je connaissais comme collègue pour avoir travaillé avec lui. Et ils me disent, voilà, il faut que... En fait, ils cherchent à me faire dire que je suis totalement biaisé, que je cherche à prouver la culpabilité de la Russie, indépendamment des preuves. En fait, c'est ça. Et ils me disent qu'ils veulent me passer le slip de Navalny, le fameux slip contaminé. Mais ça, vous vous rendez compte que c'est complètement faux et que c'est pas la personne à qui vous pensez parler, que c'est juste des agents du FSB ça, qui ont fait ça? Alors c'est pas des FSB puisque c'est des c'est des comiques. Ah oui, donc c'est des comiques, d'accord. Okay. Mais qui sont instrumentalisés complètement, puisqu'on verra ce que deviendra effectivement cette.
Non, au début, je me dis, ce mec est bizarre, et je suis hyper prudent, évidemment, et je cherche à... Ceci dit, qu'un collègue, je dirais, ukrainien, cherche à savoir où j'en suis sur l'enquête de Navalny, m'étonne pas. Et que, en plus, ce monsieur ayant un rôle important dans le système, je dirais, ukrainien, voilà, qu'il fasse sa propre contre-enquête vis-à-vis de moi et qu'il cherche à m'influencer, m'inquiète pas. Quand il me propose globalement de partager le slip, là, je me dis, le type, il est carrément bizarre. Mais je lui ai dit banco, et en 2 mots, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez me donner quelque chose, quoi que ce soit, je n'accuse pas réception du slip, mais si vous avez des choses à transmettre, on peut en parler autrement qu'au téléphone, parce que le type, en fait, m'avait appelé 20 fois au téléphone, et je l'avais pris qu'au bout de la 21e fois, parce que j'étais assez méfiant. Et il se trouve que je demande, on est entre nous, mais je demande à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de me donner un espace sécurisé pour éventuellement avoir un transfert de documents. Il me le donne. Et le lendemain, je tombe sur mon collègue ukrainien, et je lui dis, alors on prend pas un café? On avait rendez-vous ensemble. Il me dit, si, pourquoi pas, si vous voulez. Et là, je me rends compte, il y a un gros truc, quoi. Et donc, la réalité, c'est quoi? C'est que je reviens au déplacement de Rick Dems, le président de l'Assemblée parlementaire, qui justement va voir Volodine, va voir le ministre des Affaires étrangères, va voir le ministre de la Justice et autres, pour leur demander de faire respecter leurs engagements. Et à ce moment-là, sort dans les médias, le prend en question. Dans les médias russes. Et qui est à la télé, à grande écoute, pour justement ridiculiser le Conseil de l'Europe. Voilà. Ça embête pas mal, naturellement, Rick Dems dans sa mission, mais les Russes disent « Oh, c'est pas grave du tout, ça n'a rien à voir avec nous et ça comptera pas dans nos relations. » Donc la réalité, c'est que il obtient théoriquement le fait de faire venir les rapporteurs pour enquêter sur place, ce qu'on n'avait pas pu faire. On a eu d'autres moyens d'enquête. Et quelques semaines après, ça se transforme en vidéo. Donc j'ai une vidéo organisée avec M. Galperine, qui est le ministre de la Justice. Et quelques jours après, quand il voit quand même que je suis toujours sur la même ligne, il me déclare persona non grata, ils veulent plus travailler avec moi. Et du coup, là, à partir de ce moment-là, plus jamais les Russes ne vous ont communiqué des documents, n'ont discuté avec vous, etc. Non, mais il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que quelques mois après, il y a les élections législatives russes et l'Assemblée parlementaire. Moi-même étant, je dirais, persona non grata, en rupture avec les conventions qui règlent le statut des rapporteurs du Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire me désigne en fait comme délégué pour la petite mission de contrôle des élections russes. Ouais. Et les Russes, globalement, n'ont pas le choix que de m'accepter, sinon ils n'auraient plus eu accès au territoire français. Avant de terminer ce stream, je vais prendre une question de Choupinou Family, si je ne dis pas de bêtises, qui nous suit beaucoup, qui suit beaucoup le stream de Libération. On te fait des bisous, Choupinou. Et une question qui est très à propos pour terminer ce stream, qui nous demande, donc c'était en réaction au moment où, quand tu parlais du contexte de peur que Poutine instaure, et elle nous demande, dans ce contexte de peur et de pression permanente, qui va oser reprendre le flambeau et incarner l'opposition maintenant? Alors, de manière très ouverte et officielle, Yulia Navalnaya, la veuve d'Alexei, l'a déclaré quelques jours après son décès. Elle a pris la parole face caméra dans le même espace, donc dans la même fenêtre dans laquelle parlait Navalny, avec un Navalny en néon derrière, en veste rouge, très droite, en disant « Je reprends le flambeau, je reprends la bataille ». Elle continue, l'œuvre d'Alexei ne s'arrête pas avec lui. Ce qui est très fort symboliquement. Elle est à l'étranger, donc cela pose plusieurs questions, à savoir, Alexei Navalny, lui, considérait qu'on ne pouvait pas lutter efficacement contre le régime en étant en dehors de Russie. Aujourd'hui, tous ceux qui pourraient lutter à l'intérieur de la Russie sont en prison ou morts. Les autres sont sortis de Russie. Donc la question, c'est quelle peut être l'efficacité de leur action en dehors des frontières russes, au-delà simplement c'est pas simple, mais au-delà du lobbying et de la conversation et du démarchage, comment est-ce qu'ils peuvent agir concrètement sur le régime russe? J'ai peur d'être pessimiste et je pense qu'ils ne peuvent pas vraiment agir dessus. En revanche, donc il y a plusieurs choses. Il y a l'avenir politique concret. Donc, est-ce qu'on peut faire politiquement? Pour l'instant, moi, je dirais rien, parce que le régime et le système est complètement vissé et vicié, et Poutine
va être réélu et il ne compte pas partir, il ne compte pas laisser sa place, c'est très clair. La réalité aussi, c'est que les opposants qui ont pu quitter la Russie pour se mettre à l'abri ne le sont plus, comme on le sait, depuis hier soir, parce que Volkov, qui était le lieutenant principal d'Alexei Navalny, qui était son chef de campagne, qui vraiment l'a suivi dans toute sa carrière, et qui s'est fait attaquer dans un pays de l'Union européenne, de l'OTAN, où normalement il devrait être en sécurité. Mais ce qui veut dire aussi que... Donc il s'est fait attaquer au marteau dans sa voiture, c'est ça? Voilà, il rentrait chez lui en voiture le soir et il s'est fait attaquer par un type qui tenait un marteau pour faire un marteau de boucher en fait, et qui a essayé qui lui a tapé dessus, qui l'a agressé dans sa voiture. Les blessures sont pas très graves, mais le message est très clair. Mais du coup, dans ce climat-là, les images des funérailles de Navalny avec des milliers de Russes qui scandent son nom, qu'est-ce que ça raconte? On a pu voir à cette occasion qu'il y a des gens en Russie qui ne sont pas d'accord avec Poutine, qui sont prêts encore à ces gestes qui peuvent paraître insignifiants, mais qui sont d'un courage inouï dans le contexte actuel. Et donc, il faut le saluer, il faut le redire. Et que même s'ils ne sont que des milliers, ils sont en fait des milliers, et c'est énorme par rapport au contexte. Voilà, je sais pas, Yulia aujourd'hui a écrit dans un édito au Washington Post, a appelé les Occidentaux à ne pas reconnaître les élections qui vont se tenir à la fin de la semaine en Russie et qui seront en fait un référendum pour reconduire Poutine au pouvoir. Je ne sais pas si c'est faisable. Je pense que c'est un vœu pieux et je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais moi, je pense pas qu'il y ait de place pour l'opposition politique en Russie aujourd'hui. Jacques Maire, est-ce que vous partagez cette opinion? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il faut absolument maintenir la flamme. Oui. Je pense que c'est très très important, y compris dans la vision qu'on a de la Russie, de ne pas passer ce pays par perte et profit. La Russie, elle restera à quelques milliers de kilomètres de la France de façon éternelle. C'est un pays avec lequel il faudra composer dans la durée, même si on est en guerre par procuration pour l'instant. Et il faut tout faire pour que les acteurs de la société civile en Russie ne se sentent pas abandonnés et qu'on ne puisse pas considérer nous-mêmes qu'il y a une espèce de malédiction éternelle, parce que c'est à notre détriment. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est compliqué quand on est en guerre, c'est vrai qu'il y a une espèce d'impression d'homogénéité. Moi, je ne crois pas à cette homogénéité. Quand on regarde effectivement le nombre de gens qui ont vu, par exemple, la vidéo sur le palais de Poutine. Quelle vidéo sur le palais de Poutine, pardon? Quand Navalny a été emprisonné, la veille, son organisation, ce qui montre un peu son courage, a sorti une vidéo monstre en termes de succès qui a montré comment est-ce que Poutine s'enrichissait au détriment de la collectivité avec des prête-noms, avec un palais gigantesque, le plus grand palais qu'on puisse trouver. Il y a eu des dizaines de millions de gens qui ont vu ça, il y a eu des millions et des millions, y compris en Russie. Ces gens n'ont pas oublié. Quelqu'un me racontait aussi, il n'y a pas très longtemps, que dans le métro à Saint-Pétersbourg, il y avait quelqu'un qui regardait son téléphone portable avec la chaîne YouTube de Navalny au moment de l'enterrement. Et que quand il avait levé la tête, il y avait effectivement autour de lui beaucoup de gens qui regardaient le même YouTube au même moment. Donc, tout ce qui est sondage d'opinion, tout ce qui est analyse de l'opinion publique aujourd'hui est complètement biaisé par cette espèce de peur généralisée. Mais la conscience est là. Les gens ont vécu quand même pendant 20 ans, non pas la démocratie, mais une forme de pluralisme conflictuel. Ils l'ont vécu. Ils savent que ça existe. Les jeunes ont eu accès aux réseaux sociaux pendant des années, de façon globalement assez ouverte. Donc ce terreau est là, cette graine est là, il y a des gens qui se sacrifient pour la faire vivre, et donc ces gens-là, il faut qu'on les soutienne du mieux qu'on peut. Pour faire un mot de la fin avant de vous quitter, moi il y a un moment effectivement qui m'a particulièrement marqué dans cet entretien, Navalny qui explique que c'est pas vraiment lui qui compte, c'est les millions de personnes qui l'essayent de représenter et qui veulent faire de la Russie un pays européen normal. Je trouve ça très fort et je trouve que ça représente un petit peu son combat. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération pour retrouver tous nos autres contenus.